Crypto, réseau, banqueroute, faut-il réguler coûte que coûte les crypto-monnaies? FTX, Terra Luna, les faillites spectaculaires ont transformé le rêve d'une nouvelle finance en cauchemar pour des milliers d'épargnants. Faut-il imposer un shérif dans ce qui ressemble encore à un Far West numérique, ou risque-t-on de tuer dans l'œuf une innovation technologique majeure? Voici donc pour en parler Catherine Casamata, chercheuse à TSE, professeure de finance, Juliette Ledrogou, chargée de mission dans l'équipe innovation et finances digitales à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et Faustine Fleuret, directrice des affaires publiques chez Morpho. Notre modératrice sera Philippine Robert, journaliste au Point. Il n'est pas interdit de les applaudir. Bonjour et bienvenue. Alors pour commencer, avant de nous lancer dans le grand débat clivant et brûlant autour de la régulation, je voulais d'abord demander à Catherine de nous poser un petit cadre théorique pour savoir, voilà, la crypto concrètement, qu'est-ce que c'est du point de vue de la théorie économique, de la théorie financière? Est-ce que c'est véritablement une monnaie? Est-ce que c'est un actif spéculatif? Est-ce que c'est encore autre chose, un objet un peu hybride? Voilà, est-ce que vous pourriez nous éclairer déjà avant de commencer sur ce point pour qu'on puisse tous bien comprendre ce qu'est concrètement, quelle est la nature de la crypto? Merci Philippine. Je vais essayer d'éclairer sur cette question un petit peu vaste. Alors, on parle de crypto-monnaie. Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que ça a tous les attributs d'une monnaie? Je dirais que les cryptos, parce qu'il y en a de différentes natures, ont certains attributs d'une monnaie et pas d'autres. Si je prends le premier attribut, qui est ce qu'on appelle un peu techniquement la réserve de valeur, le fait que vous pouvez, en investissant dans une monnaie, retrouver plus ou moins votre richesse dans l'avenir. De ce point de vue-là, si je regarde les évolutions du cours du Bitcoin, par exemple, je dirais non, ce n'est pas une réserve de valeur, parce que le cours peut être divisé par 3 en un an, multiplié par 6 l'année d'après. Enfin, il y a une très très grande volatilité. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est un actif dans lequel on peut tout à fait investir pour des raisons de diversification, par exemple, mais ce n'est pas une monnaie. Mais il y a d'autres fonctions, par exemple la fonction de paiement. Alors, Bitcoin n'est pas forcément la monnaie la plus utile pour faire des paiements en biens et services réels, mais techniquement, on peut le faire. Il y a des entreprises qui acceptent des paiements en Bitcoin. Il y a d'autres types de crypto-monnaies qui vont être plus utiles pour ça. Probablement les stablecoins, on en reparlera. Mais pour l'anecdote, je pense que Bitcoin était pensé au départ pour servir de moyen de paiement. Et le premier bien acheté en Bitcoin, c'était des pizzas. En 2010. Et alors en 2010, 2 pizzas ont coûté, à votre avis, 10 000 bitcoins. J'espère que le marchand de pizza a gardé sa clé. Mais voilà, c'est vrai qu'on utilise assez peu Bitcoin pour les paiements, on utilise beaucoup plus les stablecoins. Il y a une autre fonction qui est celle de transfert d'argent, et donc c'est probablement là la fonction principale des stablecoins. Par exemple, si des particuliers veulent faire des transferts internationaux, ils peuvent passer par des agences classiques, mais c'est sans doute beaucoup plus rapide et beaucoup moins coûteux de passer par des stablecoins. Et puis la dernière fonction que je vois, j'en ai peut-être oublié, mais dont Faustine nous parlera plus tard, c'est que ça sert effectivement à soutenir tout un ensemble de services financiers nouveaux, dits de DeFi, de Decentralized Finance. Donc ça, c'est les fonctions. Merci beaucoup. Mais justement, Faustine, je voulais revenir avec vous sur un point qui est important, c'est la philosophie décentralisatrice qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Et donc, Morpho est basé sur ça. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer l'importance de cette philosophie et qu'est-ce que Morpho concrètement, comment cela fonctionne ? Oui, alors pour compléter ce que a dit Catherine, effectivement, le Bitcoin, qui est le premier des cryptoactifs, mais depuis, il y a eu bien d'autres cryptos et bien d'autres réseaux blockchain, le but, c'était de créer un nouveau moyen d'échange adapté
à la numérisation en fait de l'ensemble des pans de notre quotidien et notamment les échanges en cas de paiement ou les échanges financiers. En fait, le Bitcoin, c'est quoi? C'est le premier cryptoactif. Et un cryptoactif, c'est quoi? C'est simplement le support technologique, c'est que ça circule sur des blockchains. Et donc, ça donne un tas de caractéristiques extrêmement intéressantes de décentralisation, de transparence, d'efficacité et de moindre coût. Et donc, effectivement, Bitcoin, à la base de la base, vient répondre à une crainte par rapport à la numérisation croissante de l'ensemble des pans de notre quotidien dont je parle, et dont notamment la traçabilité de tout ce qu'on peut faire sur Internet. Et ça vient répondre aussi à un écueil qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment détenteur et on ne contrôle finalement rien dans notre vie financière. C'est-à-dire que votre argent, c'est la banque qui tient un compte, et quand vous voulez faire une opération avec votre argent, vous devez demander à votre établissement bancaire, votre établissement financier, de faire une opération. Donc en vérité, vous ne contrôlez rien, vous n'êtes propriétaire de rien, et c'est ça aussi que Bitcoin est venu changer en proposant d'avoir un moyen d'échange dont vous êtes le réel propriétaire, que vous contrôlez réellement, et donc vous n'avez pas un intermédiaire à qui demander la validation de faire telle ou telle opération. Ça peut paraître peut-être futile pour nous parce que ça nous pose pas toujours beaucoup de problèmes en Europe, je dirais, mais voilà, dans d'autres pays, dans d'autres zones où voilà, les systèmes bancaires et financiers sont bien moins développés, voire corrompus, où ça marche beaucoup moins bien, ou alors des problèmes de type corruption. Voilà, ça peut au contraire répondre à une vraie problématique. Et donc, Morpho, qui n'est pas Bitcoin, Bitcoin, on est sur ce moyen d'échange, le tout premier purement décentralisé. Morpho vient en fait capitaliser sur ces opportunités technologiques, puisque alors que Bitcoin, ça vous permet de faire de l'échange en dehors de l'intermédiation bancaire et financière, Morpho, ça vous permet d'emprunter et de prêter des cryptoactifs en dehors de l'intermédiation bancaire également. Donc Morpho n'est pas un établissement de crédit, donc ce n'est pas Morpho qui va vous prêter des cryptos, vous n'empruntez pas des cryptos auprès de Morpho. Morpho est un protocole blockchain, et sur ce protocole que vous pouvez aller appeler vous tout seul, vous vous connectez à Internet, vous allez via une interface vous connectez au protocole Morpho, où vous pouvez aller emprunter et prêter des cryptos en dehors de tout schéma bancaire traditionnel. Merci Faustine. Je me tourne vers vous, Juliette, qui avait le regard du régulateur. Est-ce que cette nature particulière des crypto-monnaies et cette philosophie décentralisatrice, ça implique des difficultés particulières pour le régulateur ? Alors oui, mais finalement, quand on regarde le secteur financier traditionnel, comme on est dans un environnement qui est de plus en plus digitalisé, c'est des problématiques qui ont pu se poser également dans d'autres pans de la finance. Et c'est en partie, mais effectivement, c'est un véritable enjeu, cet aspect très transfrontière, etc. Et c'est en partie pour ça que le règlement européen MiCA, dont on parlera juste après, a été mis en place. Et l'une des choses finalement dans MiCA, ça vient imposer dans l'Union européenne la présence des acteurs étrangers. C'est-à-dire que pour avoir le droit de fournir des services au sein de l'Union européenne, un prestataire doit avoir des bureaux, des employés, etc. Dans l'État membre où il fait sa demande. Donc ça c'est vraiment très important pour les régulateurs. Enfin, ça permet s'il y a besoin de faire des contrôles sur place, de faire des enquêtes, de vérifier comment les choses se passent, et d'avoir une vision aussi dans l'Union européenne sur les flux. C'est vraiment un point qui est important pour nous en tant que régulateurs. D'accord, merci. Catherine, lors de l'introduction, on a parlé de la faillite de FTX, de l'effondrement de Terra Luna. Est-ce que ces difficultés dans le secteur du Bitcoin, voilà, c'est un risque pour l'investisseur qui va perdre ses billes, ou est-ce que derrière, il y a un risque un peu plus important, un risque systémique qui pourrait déstabiliser à plus large échelle les marchés, voire l'économie ? Quel est le degré d'importance des crypto-monnaies aujourd'hui dans la sphère financière ? Encore une question très riche. Je vais peut-être y répondre en deux temps. Je voudrais d'abord revenir sur les risques spécifiques que posent les crypto-monnaies et peut-être compléter et donner le contrepoint à la promesse de décentralisation, de sécurité, etc. Des crypto-monnaies.
je vois deux grandes catégories de risques liés à ces innovations. La première, elle est liée au fait que ce sont des produits nouveaux qui sont complexes et ça peut entraîner des fraudes, des problèmes de gouvernance, des escroqueries. Je pense que c'est le cas de FTX. En fait, les dépôts des clients étaient utilisés sans leur accord pour d'autres activités de trading et générer des pertes qui étaient cachées. Donc ça peut arriver dans n'importe quel type d'entreprise, mais c'est sans doute lié à la complexité des opérations. Mais il y a un deuxième type de risque et qui est lié à l'aspect technologique. C'est très difficile de mettre au point des protocoles décentralisés qui tiennent toutes les promesses qu'on leur attribue et qui ont toutes les qualités qu'on leur attribue. On avait fait, il y a 7 ou 8 ans, un premier travail sur la blockchain pour essayer de comprendre si vraiment c'était un protocole, et notamment le protocole dit Proof of Work, qui permettait d'obtenir toujours un consensus entre tous les membres du réseau sur l'état des transactions. Et ce qu'on avait montré, c'était que oui, on pouvait obtenir ce consensus, mais on pouvait aussi avoir d'autres comportements moins désirables, comme des fourches ou des brèches dans ce consensus. Donc la technologie elle-même peut entraîner des failles de sécurité. C'est ce qui s'est passé avec Terra et Luna. Je ne pense pas qu'il y ait eu une fraude particulière, mais ce qui est sûr, c'est que la promesse d'utiliser ces smart contracts pour... Donc Terra, c'est un peu technique, c'est un stablecoin. C'était un stablecoin. Dont la promesse était de toujours pouvoir échanger un Terra contre $1. Et la manière de maintenir cette parité, c'était d'avoir un autre actif numérique qui était Luna. Et donc la valeur de marché de Luna garantissait en quelque sorte cette parité. On s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné dans des états un peu extrêmes. Et donc c'est ça le risque technologique, c'est que quand on innove, on ne fait pas forcément tous les stress tests, comme dans les banques, et il peut y avoir ce risque-là. Alors maintenant, pardon d'être un tout petit peu longue, mais quel peut être le danger pour nos systèmes financiers? C'est ça le risque systémique. Le premier, c'est que si les banques vont utiliser de plus en plus de stablecoins, forcément, s'il y a un risque technologique, par exemple, de perte de parité entre le stablecoin et la monnaie fiduciaire à laquelle il est adossé, que ce soit $1 ou €, si les banques utilisent beaucoup de stablecoins, elles vont forcément porter ce risque de perte de parité. Donc il faut s'assurer pour mieux interconnecter les deux types de finances, dirais-je, que de ce point de vue-là, les protocoles soient robustes. Le deuxième risque, c'est que comment est-ce qu'on fait pour qu'un stablecoin reste stable? Comment est-ce qu'on fait pour garantir que chaque fois que je veux l'échanger contre $1, je vais bien avoir $1? Une solution, c'est d'avoir des réserves. D'avoir des réserves dans des actifs financiers liquides, de préférence. Et donc ça veut dire que ça va perturber ces marchés-là aussi. C'est-à-dire que si je développe beaucoup les stablecoins, je vais avoir une grande demande additionnelle, je ne sais pas moi, pour des bons du Trésor, pour des obligations d'État. Ça peut avoir un effet sur ces marchés. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, qui est peut-être lié aux activités comme celle de Morpho, c'est que j'ai un système de finances décentralisées, des nouveaux services qui viennent concurrencer ceux qui sont donnés traditionnellement par les banques. Et les banques, elles sont soumises à un contrôle prudentiel. Donc, si je ne soumets pas ces activités-là à un contrôle prudentiel, ça peut, encore une fois, déstabiliser. Et le troisième risque que je verrais, il est lié au mauvais usage des crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, on n'en a pas encore tout à fait parlé, mais elles avaient une assez mauvaise réputation au départ, notamment parce qu'elles servaient de moyen de paiement pour des activités illégales. Drogue et autre chose. Si vous interconnectez les systèmes, si par exemple, je ne sais pas moi, vous avez des paiements en crypto qui ont servi à générer un trafic illicite et qu'ensuite ces cryptos, vous pouvez les utiliser comme collatéral pour ensuite avoir des stablecoins qui se retrouvent dans la sphère financière classique, vous avez blanchi... Vous avez blanchi votre activité illicite. C'est une troisième source de risque systémique, dirais-je, potentiel.
potentiel. Voilà. D'accord, merci. Je crois que Faustine voulait réagir. Oui, c'est pour réagir, parce que c'est vrai que ça dresse un tableau très noir, alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout. Seulement, peut-être d'abord, je vais peut-être aller dans le désordre, mais sur le risque en matière de sécurité financière et de blanchiment financement via les cryptos, parce que c'est effectivement une des façons dont on médiatise très mal les cryptos. Il faut revenir sur comment ça marche une blockchain et en fait les avantages de ces réseaux-là, et notamment de transparence et de traçabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la crypto comme véhicule de blanchiment de financement du terrorisme, c'est vraiment le pire, vraiment le pire, parce qu'en fait, toutes les transactions que vous faites en bitcoin, en crypto-monnaie, en crypto-actifs, tout ça, c'est enregistré de façon permanente et c'est infalsifiable sur un registre qui est public et que vous pouvez accéder via Internet. Donc, vraiment, c'est la pire idée, et c'est pour ça que si au début, ça a pu être utilisé, mais finalement, le cash l'est utilisé et l'est toujours de façon totalement massive, année après année, avec la sophistication technologique et justement d'outils qui utilisent cette transparence, cette traçabilité pour aller remonter des réseaux criminels, et c'est pour ça qu'on en parle aussi, c'est parce que quand on les démantèle, forcément on en parle, mais c'est grâce à ces technologies, grâce au renforcement de la réglementation, parce que par rapport à l'introduction qui a été faite, c'est loin d'être un Far West réglementaire depuis vraiment des nombreuses années. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, on est à moins de 0,3% des transactions en crypto qui sont des transactions illicites. Donc, il faut arrêter avec cette idée préconçue qui est vraiment à balayer et que l'on n'a pas. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est que ce qu'il faut aussi ne pas opposer, c'est la nouvelle finance avec la finance traditionnelle et les risques de contagion, les risques d'interaction. Mais en réalité, la crypto et les technologies blockchain font partie du système financier et du futur système financier qui est amené à rester. On n'est pas sur un monde parallèle à la finance traditionnelle. En fait, demain, la finance, c'est quoi ? C'est les acteurs financiers traditionnels qui auront compris et qui sont donc toujours là, qui resteront, parce qu'ils auront utilisé ces technologies et tous les avantages que ça procure par rapport au fonctionnement actuel et des intermédiaires qui étaient là avant Internet. Les banques, la finance était là avant Internet, était là avant les blockchains. Mais en fait, Internet, les blockchains, toutes les innovations technologiques, c'est des opportunités de mieux faire, de faire plus rapide, de faire moins cher, de faire plus transparent, etc. etc. Donc, il ne faut pas opposer. En fait, bien sûr, tout cela se mélange. Il y a des interactions. Alors, il faut bien sûr encadrer ces interactions. Je suis d'accord, il y a des risques nouveaux parce qu'ils sont technologiques, mais il ne faut pas que ce soit perçu, ces interconnexions soient perçues comme un risque. Par exemple, aujourd'hui, Société Générale, sa filiale Forge, est intégrée à Morpho et permet de faire circuler les stablecoins que Société Générale Forge émet sur Morpho pour donner un cas d'usage nouveau à cette nouvelle devise qui circule sur les blockchains. Parce qu'en fait, les stablecoins, c'est quoi ? Les euros et les dollars qui sont émis sur une blockchain, c'est tout simplement parce qu'en fait, on est en train de continuer le processus de dématérialisation de la finance qui a commencé il y a déjà plusieurs années, mais qui aujourd'hui se poursuit sur les blockchains, encore une fois, pour tous ses intérêts technologiques. Donc, on a déjà des exemples très concrets. Bien sûr, il faut adresser les risques et la réglementation le fait. Et depuis très longtemps, la réglementation française des marchés crypto, c'est 2019. Donc ça fait bien longtemps que le sujet a été pris à bras-le-corps. Il y a une harmonisation européenne depuis à peu près un an. Voilà, les régulateurs n'ont pas du tout oublié de traiter le sujet, loin de là. Peut-être même un peu tôt. On reviendra peut-être après parce que je ne vais pas monopoliser la parole sur cette prise-là de parole. Mais voilà, il faut s'ouvrir et arrêter, parce que par exemple aux États-Unis c'est plus du tout le cas. On se pose plus la question de c'est quoi une crypto et est-ce que c'est bien, est-ce que ça blanchit. En fait non, aux États-Unis on a tous les établissements bancaires et financiers qui sont déjà en train d'expérimenter, qui ont déjà totalement compris que demain la finance elle sera tokenisée, elle sera sur les blockchains et qui se mettent en ordre de marche. Merci beaucoup. Juliette, justement, au niveau de la régulation, on est parti de zéro. Comment le régulateur a-t-il construit petit à petit sa régulation ? Où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le panorama de ce qui existe et peut-être des manques ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses encore à faire ? Oui, avec plaisir. Pour aller dans le sens de Faustine, tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un Far West. Ce secteur-là est quand même bien encadré aujourd'hui. Donc, comme le mentionnait Faustine, donc premier cadre, on va dire, en France, c'est avec la loi Pacte en 2019. Et il faut savoir que la France était assez en avance à l'époque avec ce cadre-là. C'était le cas dans très, très peu d'États. Et donc, c'était des règles qui, à l'époque, étaient
relativement souple, parce que l'objectif derrière, c'était vraiment d'encourager un écosystème qui, en France, à l'époque, était assez sur les débuts, on va dire. Donc c'est pour ça que des règles relativement souples. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, était déjà l'autorité en charge de faire respecter ces différentes règles aux acteurs qui voulaient fournir des services sur cryptoactifs. Donc concrètement, vous permettre d'acheter, de vendre des cryptos, etc., etc. Et ce cadre français, déjà on peut le dire, ça a été plutôt une réussite. Il y a plus d'une centaine d'acteurs qui sont enregistrés auprès de l'AMF, donc un vrai écosystème assez dynamique, et c'était l'objectif. Et ensuite, mais Faustine le mentionnait également, donc ce cadre français a en partie inspiré un cadre qui s'applique aujourd'hui, qui est un cadre européen, qui a été mis en place par un règlement qui s'appelle MiCA, pour Markets in Crypto Assets. Et donc c'est un cadre qui, pour le coup, est vraiment très complet. Ça couvre toute la chaîne de valeur au niveau des cryptos, que ce soit au niveau de l'émission de cryptoactifs, également au niveau des règles pour les stablecoins, des règles pour les prestataires, donc encore une fois, les acteurs qui veulent fournir des services, des règles également sur l'intégrité des marchés, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus de marché, contre les manipulations de cours, etc. etc. Et donc, c'est un cadre qui est plus complet, et ça va également avec le fait que le secteur est plus mature en fait aujourd'hui. Sur certains aspects, on se rapproche de règles qui sont applicables au secteur financier, parce que justement, depuis 2019 et puis même avant, mais c'est vraiment... il y a eu des avancées des acteurs, etc. Donc très concrètement, aujourd'hui, pour fournir des services sur cryptoactifs dans l'Union européenne, vous devez avoir une autorisation auprès d'une autorité. En France, c'est l'AMF. Donc voilà, il y a bien un cadre européen qui existe aujourd'hui et qui fournit aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un mot, mais un certain nombre de garanties pour les investisseurs. Oui, peut-être que vous pourriez nous dire, voilà, parce que je pense peut-être que ça intéresse des personnes dans la salle qui sont concernées. Quelles sont les garanties qu'offre ce cadre aujourd'hui ? Déjà, en ayant recours à un acteur, donc à un prestataire qui est estampillé MiCA, on va dire, vous pouvez être sûr que déjà, c'est pas une arnaque. Catherine le mentionnait aussi. Nous, on a une direction à l'AMF qui est vraiment en charge de détecter des sites frauduleux, de regarder ce genre d'arnaque. Et c'est vrai qu'il y a encore des acteurs qui prétendent être autorisés, qui vendent des cryptos illégalement, enfin, qui proposent des services sur cryptoactifs illégalement. Alors effectivement, il n'y a pas que ça. Mais en ayant recours à un prestataire MiCA, vous pouvez être sûr que il y a une autorité qui a regardé ce qui se passait sous le capot, un certain nombre de règles sont respectées, etc., etc. Et après, on a les garanties qui sont offertes directement par le texte de MiCA. Donc ça va être, par exemple, votre prestataire, il a dû mettre en place un certain nombre de règles cyber. Donc ça va être vous protéger vos cryptos contre du piratage, du vol, des hacks, des choses qui peuvent arriver dans le secteur des cryptoactifs. Également des mécanismes de traitement des réclamations, ce genre de choses. Après, forcément, même s'il y a ces garanties qui existent aussi dans le secteur financier, investir en cryptoactifs, il y a toujours des risques de volatilité sur certains actifs, etc. Donc voilà, c'est des points qu'il faut avoir à l'esprit. D'accord, merci. Catherine, je voulais vous demander, on sent qu'il y a une tension qui est récurrente en économie entre régulation et innovation. Est-ce que la théorie économique nous apprend quelque chose sur ça, sur comment trancher entre le besoin de laisser un peu de liberté pour l'innovation et le besoin de réguler ? Je crois que la recherche est toujours plutôt du côté de l'innovation, mais du côté de la compréhension de ce que peut donner l'innovation. Quand je cite l'ensemble des risques qui peuvent arriver avec une nouvelle technologie et les risques systémiques qui peuvent se produire, c'est plutôt pour asseoir une régulation adaptée que pour dire il faut rejeter automatiquement l'innovation. Non, si on veut que les cryptos se développent, il faut savoir que ça pourrait exister et qu'il faut donc une réponse réglementaire pour permettre de développer l'innovation. Je crois que quand vous avez l'histoire de la finance, elle est parsemée
d'événements, d'innovations financières qui ont conduit parfois à des excès. Et ensuite à des réponses réglementaires qui ont ensuite permis au secteur de se développer. Et je pense que l'histoire des crypto-monnaies et des crypto-actifs et de toute la finance décentralisée n'échappe pas à ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est de la recherche pour comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents, quelles sont les incitations des acteurs, quels sont les effets en dehors de la chaîne elle-même, quels sont les effets peut-être auxquels on n'avait pas pensé sur l'ensemble du système financier, pour pouvoir identifier et guider ensuite l'action du régulateur ou de l'intervention publique. Donc l'idée, c'est pas de freiner l'innovation, c'est au contraire de se dire, oui, il y a des marchés qui fonctionnent pas très très bien, des marchés financiers, je mentionnais tout à l'heure les transferts internationaux, ça fonctionne pas bien, c'est lent, c'est cher. Donc effectivement, l'arrivée des cryptos sur ce marché-là, ça a été une très grande promesse et ça génère beaucoup de services pour les gens. Simplement, il faut aussi prendre en compte et arriver à contrôler les risques additionnels que toute innovation suscite. D'accord, merci. Faustine, je voulais vous demander, vous parliez de la compétition avec les États-Unis, du cadre qui ne doit pas être trop strict. Quelles sont selon vous les erreurs qui ont été faites? Peut-être concrètement, vous pourriez nous expliquer, est-ce qu'il y a un ou deux points en particulier à soulever? Ça me permet de rebondir parce qu'effectivement, l'histoire de la réglementation bancaire et financière et donc du développement de la banque et de la finance que vous mentionniez, on a quand même laissé beaucoup de temps avant que le cadre tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui régit les marchés, qui régit les activités bancaires et d'investissement, avant qu'ils soient en place. Par exemple, c'est que après que la crise 2008 qu'on a mis un cadre pour les dérivés ou pour les agences de notation. Donc la réglementation bancaire et financière, elle a pris des décennies pour se mettre en place. Et donc, je pense que ces acteurs-là, ils ont eu beaucoup plus de temps pour se structurer, se développer et être en capacité à faire face à ces règles qui ont été mises en place de façon beaucoup plus progressive. Les marchés crypto, alors si on reprend la genèse de la blockchain et de Bitcoin, c'est 2008-2009. Si je prends l'acteur le plus vieux des marchés crypto en France, c'est 2011. On est sur plutôt un écosystème de très petites, moyennes entreprises qui constituent ces marchés crypto et qui portent l'innovation crypto en France et en Europe. Avec ce qu'on leur a mis en place au niveau français dès 2019 et encore plus au niveau européen il y a un an, en fait, on a appliqué des standards de réglementation de la banque finance qui ont mis ces décennies-là à se façonner. Et à ces très jeunes, parfois, structures de Morpho, je donne l'exemple, on date de 2021, donc on est très jeunes. Et il y a des plateformes qui sont encore très jeunes en France, même si je parlais de la plus vieille 2011. Voilà, on applique des standards très important avec pas forcément la proportionnalité et la progressivité qui a pu caractériser la construction de la réglementation bancaire et financière. Je pense que c'est une première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on fait face à de l'innovation, donc forcément, c'est dur à appréhender et on se rend pas compte de tout, on comprend pas tout au début et c'est totalement normal. Même moi, ça fait depuis 2017 que je suis dans ce secteur-là, j'apprends encore tous les jours et je comprends un tout petit peu mieux tous les jours. Mais ça veut dire qu'on n'anticipe pas forcément une réglementation qui va marcher et on n'anticipe pas forcément, en tout cas on ne fait pas attention de vérifier que les règles elles sont vraiment fonctionnelles par rapport à ce qu'on va demander sur un fonctionnement technologique différent. Et ça, c'est problématique parce que si vous mettez en place des règles et que vous vérifiez qu'après que c'est faisable de se mettre en conformité, en fait, c'est les acteurs que vous pénalisez. Donc, il y a eu plusieurs exemples comme ça d'exigences qui ont d'abord été écrites et ensuite, on s'est demandé est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que c'est vraiment faisable sur des problématiques d'assurance, par exemple, ou de cybersécurité. Donc, il y a un manque, mais ça, c'est vraiment pas forcément un sujet de réglementation crypto, mais je pense de réglementation tout court au niveau européen, mais de ce qu'on va appeler un impact assessment des règles qui sont proposées pour les acteurs. Et peut-être une troisième erreur, parce qu'on risque de la reproduire, et pour dire que la réglementation toute seule, elle suffit pas à prémunir des risques. On a parlé de FTX. FTX, c'est pas un acteur français, et il a touché des citoyens français qui avaient leurs économies sur FTX et qui ne les ont plus, du coup. Le problème de la réglementation, c'est quand il n'y a pas de supervision en face.
Et quand il y a des règles du jeu sans arbitre, ça veut dire que vous avez des gens qui jouent quand même le jeu et qui, en fait, vont laisser ces risques que l'on veut, dont on veut se prémunir et dont on veut prémunir les gens, laisser ces risques se matérialiser. Donc la problématique qu'on a eue avec la mise en place de la réglementation française, c'est que je dirais quasiment l'ensemble des entreprises françaises se sont conformées très, très immédiatement. Les acteurs étrangers ont peut-être un petit peu traîné en se disant au début on ne savait pas qu'il y avait une réglementation et ensuite ils se sont mis en conformité au fur et à mesure et encore pas tous. Mais donc vous avez beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas en conformité et pleinement identifiés qu'on n'est pas allé sanctionner pour autant et on n'a pas empêché le public français d'avoir accès à ces gens-là. Et demain, en Europe, c'est probablement pareil, parce que la supervision, c'est difficile, surtout sur des nouvelles innovations. Ça veut dire s'outiller pour faire face à ces technologies qui sont particulières. Ça veut dire avoir des ressources et en fait avoir même la possibilité d'aller chercher un acteur américain qui fait n'importe quoi, par exemple, ou asiatique, c'est un exemple parmi d'autres, mais un acteur qui n'est pas en Europe, comment on fait concrètement si jamais il fait n'importe quoi et il ne suit pas nos règles? Donc le problème de la réglementation, en général, c'est la supervision et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui et qui fait que ça peut être très frustrant pour les acteurs les plus sérieux et surtout qui fait que les risques que l'on veut traiter, au final on les traite pas parce qu'on va malheureusement restreindre le développement des acteurs les plus sérieux parce que c'est des coûts, parce que c'est un process très long de se mettre en conformité, donc ils vont être moins compétitifs que les autres que l'on sanctionne pas et qui continuent à grossir. Et c'est là que se matérialisent les risques et c'est là que les gens en fait vont. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour perfectionner ce qu'on est en train de mettre en place. Merci. Alors, avant de passer aux questions des spectateurs, juste rapidement peut-être une réaction de Juliette aux points qui ont été soulevés par Faustine. Que pensez-vous de son analyse de ces erreurs mises en avant ? Je pense que peut-être quand effectivement c'était le cadre français initialement, donc en 2019, comme je l'ai mentionné à l'époque, les règles, c'est vrai, elles étaient assez souples. C'était un secteur qui était relativement peu structuré, donc peut-être que on n'était pas au même standard qu'aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, c'est vrai, donc on a MiCA avec un certain nombre de règles, avec l'obligation, je le mentionnais, de s'établir dans l'Union européenne. Après, c'est vrai que sur certains aspects, et c'est aussi pour ça que nous, avec le recul qu'on a maintenant sur la supervision, même si ça fait pas longtemps que le règlement est entré en application, c'est vrai qu'on pense qu'il y a certains aspects qui pourraient être améliorés éventuellement dans MiCA, par exemple d'avoir un vrai bras armé, enfin une autorité européenne de supervision qui puisse réguler certains grands acteurs, notamment quand c'est des acteurs étrangers, américains. C'est plus facile que quand c'est chaque État membre qui vient réguler certains acteurs. Donc, il reste des pistes pour avancer sur ces sujets-là, en tout cas. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Et je voulais juste vous signaler qu'il y avait à la sortie des numéros de TSE Mag, et dans celui-ci, il y a un article écrit par Catherine sur les crypto-monnaies. Voilà. Bravo, mesdames, on peut vous applaudir. Et on va passer aux questions dans le public. Oui. Monsieur, on va vous tendre un micro et on vous écoute. Moi, j'aurais aimé avoir des précisions sur le chiffre de 0,03% de transactions malveillantes. Parce que je ne comprends pas comment, par exemple, si j'ai midé du Bitcoin il y a très longtemps, imaginons que j'en ai 10 000, et que je ne veux pas passer par les plateformes légales, à aucun moment on connaît mon identité, donc je peux très bien aller voir un SARAF qui va me donner du cash qui vient quoi, d'un trafic de drogue. Du cash, oui. Je vais voir un SARAF qui blanchit l'argent des trafiquants de drogue. Eux, ils ont du cash. Moi, j'ai des cryptos. Le dealer se retrouve avec des cryptos. Il va en Thaïlande. Il l'échange contre la monnaie locale. À quel moment ces transactions, vous pouvez savoir qu'elles sont liées à des activités illégales ? Alors pour le chiffre, c'est la source qui fait foi dans le secteur d'un outil qui justement vise à traiter le risque de blanchiment de financement du terrorisme et les risques d'abus de marché en exploitant les technologies blockchain. C'est un outil qui s'appelle Chainalysis qui publie un rapport annuel sur les pourcentages de transactions illicites, puis d'autres informations très intéressantes. Je n'ai pas forcément suivi tout le détail du schéma que vous avez proposé. Par contre, vous avez parlé du cash à un moment, donc c'est bien ce que je disais. Aujourd'hui, le principal véhicule de blanchiment de financement du terrorisme, c'est le cash. Ensuite, du coup, ce que je ne comprends pas dans votre analyse, c'est sans passer par un intermédiaire, comment vous faites pour transformer vos cryptos en cash ?
Mais donc il y a bien un point, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien un point de transformation entre et c'est ça qui est régulé aujourd'hui. Donc en fait, les intermédiaires aujourd'hui sont soumis à la réglementation lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. C'est au niveau de ces gateways qu'on est censé avoir ces contrôles-là de transformation. Donc la réglementation, elle existe. Ensuite, qu'il y en a qui arrivent à passer outre, c'est ce que je dis, elle est pas parfaite. Mais donc la matérialisation du risque et le moment où il est facile d'aller le gérer et le checker, et le moment où vous avez des intermédiaires qui sont censés faire des vérifications de l'identité des personnes qui font les transactions, de l'origine des fonds, et qui, quand on parle de crypto, peuvent utiliser ces outils, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Catherine, vous souhaitez réagir? Oui, juste pour dire que effectivement, si on passe par un intermédiaire, une plateforme d'échange, maintenant il y a une réglementation qui fait que on ne peut plus le faire sans avoir effectivement donné son identité. Mais il reste toujours cette possibilité de faire du gré à gré, parce que c'est le principe des cryptos. Si on connaît la personne en face et qu'on veut faire une transaction de gré à gré, on peut parfaitement le faire. Voilà. Mais effectivement, le risque est moins élevé qu'avant. On ne peut pas l'évacuer complètement. Et il peut revenir via d'autres systèmes. Il peut revenir via ce qu'on a dit, le collatéral pour les stablecoins. Donc il faut toujours l'avoir en tête. Après, la réglementation, elle permet de contrer ce risque. Elle a aussi ses propres coûts, vous les avez décrits. Elle n'est pas toujours bien appliquée. Elle peut être très coûteuse pour les entreprises qui, elles, sont vertueuses. Et il faut faire un peu la balance entre les deux. Mais le risque n'est pas zéro. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on a beaucoup de questions Menti? Alors, on va prendre une question Menti. Le besoin urgent de régulation n'est-il simplement pas lié au fait que les cryptos sont aujourd'hui bien plus largement diffusés et utilisés par la population que les produits financiers traditionnels? Mais c'est vrai que nous, à l'AMF, tous les ans, on fait un baromètre de l'épargne où on regarde un petit peu les tendances de détention d'actions, de détention de crypto, etc. Et c'est vrai qu'on a pu voir qu'il y a plus de personnes qui détiennent des cryptos que des actions. Donc c'est quand même un chiffre qui dit quelque chose. Et donc de la même façon qu'il y a des règles pour les actions, le secteur financier, effectivement, il y a des règles pour les crypto-actifs. Donc voilà, ouais, je pense que c'est... Une autre question, pourquoi les victimes d'arnaques crypto, brouteurs, de 2 000 à 250 000 euros n'obtiennent-elles quasiment aucune avancée lorsqu'elles sollicitent les autorités, alors que tout est fait via des CEX, donc des échanges centralisés? Alors, je ne connais pas le cas spécifique Alors nous, on a un service à l'AMF qui justement est en charge de réceptionner ce type de requêtes, etc. Après, c'est vrai que tout dépend en fait de comment la transaction a été effectuée. Là, j'ai pas forcément tous les détails, mais si, comme je le mentionnais, ça a été fait via un prestataire qui est autorisé, il y a des moyens de recours. Si par contre c'est un acteur totalement illicite mais de la même façon que ça peut être quand vous recevez des SMS et que c'est des grosses arnaques et que vous faites des virements, que ce soit crypto ou pas crypto, à partir du moment où on tombe dans une arnaque, malheureusement, parfois il n'y a pas tant que ça de possibilités de recours. Là, j'ai une question technique. Les promesses de l'ordinateur quantique ne mettent-elles pas en danger l'inviolabilité présumée de la blockchain? Non, enfin c'est une question ça fait plusieurs années qu'elle se pose. Pour l'instant, nous en tout cas, c'est pas un sujet. Ça n'a jamais été un sujet dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler. Je dirais que c'est une question qui s'analyse. Il n'y a pas forcément de crainte vraiment matérialisée aujourd'hui. Parce qu'il y a une question corollaire. Existe-t-il un moyen de conserver ces crypto-monnaies à l'abri des hackers quand on voit que des sociétés spécialisées comme Ledger se sont fait pirater? Se sont fait pirater leur CRM. Oui, si vous détenez vos cryptoactifs et que c'est pas connecté à Internet, normalement vous êtes prémuni contre toute attaque cyber. Donc c'est là parce qu'on a beaucoup parlé des risques. Il faut peut-être donner des bonnes pratiques à des gens qui souhaiteraient investir. Mais effectivement, vous avez plusieurs façons de conserver vos cryptoactifs. Vous pouvez avoir envie que ce soit quelqu'un qui le fasse pour vous, un intermédiaire. Auquel cas, la meilleure recommandation, c'est que ce soit un intermédiaire régulé. Donc aujourd'hui, vous avez la liste blanche de la AMF des prestataires qui sont régulés. Vous pouvez aller voir celle-ci. Vous pouvez aller voir la liste tenue par l'autorité européenne maintenant qu'il y a une réglementation européenne. Si vous voulez détenir vos propres cryptoactifs, c'est-à-dire vous n'avez pas un intermédiaire, mais vous avez votre propre portefeuille, vous êtes responsable de vos clés, donc il faut faire attention, il faut la garder, il ne faut pas la donner, et il faut utiliser des systèmes qui vous permettent de les sécuriser
qu'on dit de façon froide, c'est-à-dire déconnecté d'Internet pour tout ce qui est grosse somme, et que vous n'ayez connecté à Internet sur votre portefeuille que le montant dont vous avez besoin pour trader de façon plus ou moins quotidienne. Normalement, avec ça, vous êtes déjà plutôt bien paré. On me glisse dans l'oreillette que vous avez écrit un livre, Faustine ? Sur le droit des cryptos, parce que je suis pas ingénieure, donc je nage dedans depuis 2018, mais je ne suis pas une tech à la base. Et le livre s'appelle ? Droit des cryptos, chez LexisNexis. Donc, tous les sujets de réglementation dont on a parlé sont traités. Réglementation des marchés crypto, française et européenne. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir un bon livre sur votre table de chevet, à le consulter. Déjà la 2e édition, je vois. C'est la 2e édition, parce qu'entre 2020 et 2024, que l'on a... Ça bouge tellement vite. Voilà, exactement. En 2020, il n'y avait pas de réglementation européenne, par exemple. Merci à nouveau à nos 3 invités, brillantes invités, on peut les applaudir. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour une leçon de Marc-André Sellos, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, intitulée « Pesticides, ce que dit la science ». À tout de suite.